XIe siècle, l'Europe est en pleine ébullition. Et à ses frontières, deux péninsules s'apprêtent à connaître des transformations radicales. D'un côté, on aura une conquête éclair menée par des mercenaires venus de nulle part. De l'autre, le début d'une lutte acharnée qui va durer des siècles et forger des nations entières. Alors comment deux histoires aussi différentes ont-elles pu se jouer au même moment, au même endroit? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, plantons le décor. Voici nos deux terrains de jeu. À gauche, le sud de l'Italie. Un vrai puzzle. On y trouve des principautés lombardes, des restes de l'Empire byzantin et une Sicile sous contrôle musulman. Et à droite, la péninsule ibérique. Là, le grand califat de Cordoue vient d'exploser en plein vol, laissant place à une mosaïque de petits émirats qu'on appelle les taïfas. En face, au nord, de tout petits royaumes chrétiens. Bref, deux mondes complètement fragmentés, mûrs pour le changement. Et c'est là qu'arrivent des acteurs que personne n'attendait, des chevaliers normands. Faut bien s'imaginer, ce n'est qu'une poignée d'hommes, souvent des cadets de famille, sans terre, venus chercher du travail comme mercenaires. Personne, mais alors personne, ne se doute à ce moment-là qu'ils sont sur le point de créer l'un des royaumes les plus incroyables de la Méditerranée. Au début, c'est simple. Ces Normands sont des pros de la guerre. Ils louent leurs services aux seigneurs du coin, qu'ils soient lombards ou byzantins. Mais très très vite, leur ambition prend le dessus. Sous la houlette de chefs charismatiques, comme les frères Robert et Roger Guiscard, ils commencent à se battre pour leur propre compte. Fini le mercenariat, maintenant ils sont là pour conquérir. Et leur ascension est juste fulgurante. Regardez cette chronologie. En 1053, ils battent carrément une armée envoyée par le pape. 6 ans plus tard, ce même pape, comprenant qu'il ne peut pas les arrêter, change de stratégie. Il s'allie avec eux et légitime leur conquête. C'est un coup de génie politique. En moins de 40 ans, ils mettent les Byzantins dehors et prennent toute la Sicile. Leur force n'est pas seulement militaire, c'est cette capacité incroyable à transformer un chaos total en un État qui fonctionne. Parce que la conquête, ce n'est que le début. Le plus intéressant, c'est de voir comment ces guerriers vont construire un État absolument fascinant pour l'époque. Et le grand architecte de tout ça, c'est lui, Roger II. En 1130, il unifie toutes les possessions normandes, du sud de l'Italie à la Sicile, et se fait couronner roi à Palerme. Regardez la carte. Ce n'est plus un amas de territoires, c'est un vrai royaume, puissant, unifié, en plein cœur de la Méditerranée. Mais ce qui est vraiment unique, c'est ce qu'il crée. Imaginez un peu la cour de Palerme. On y parle le latin, le grec, l'arabe. L'administration s'inspire des méthodes byzantines, les lois des traditions lombardes, les artistes et les scientifiques sont souvent arabes. C'est un mélange de cultures absolument incroyable. Le royaume normand n'est pas juste une domination, c'est une véritable fusion, un carrefour de civilisation en plein Moyen-Âge. Malheureusement, un équilibre aussi spécial est souvent fragile. Ce royaume, si riche et si bien placé, devient la cible de toutes les grandes puissances. À cause des mariages et des héritages, il finit par tomber sous le contrôle des empereurs germaniques. Puis il est conquis par Charles d'Anjou, le frère du roi de France. Et là, son administration très dure met le feu aux poudres. En 1282, une révolte terrible, les Vespres siciliennes, éclate et déchire le royaume. C'est la fin de cette expérience cosmopolite unique. Allez, on change complètement de décor. On quitte l'Italie pour retourner en Ibérie. Car pendant que les Normands construisaient leur royaume en un temps record, là-bas, un processus bien plus long, bien plus difficile se mettait en place. La Reconquista. Le mot Reconquista, il est clé pour tout comprendre. Ce n'est pas juste une série de guerres, c'est un double mouvement. D'un côté, la reconquête militaire du territoire, et de l'autre, la construction et la consolidation des royaumes chrétiens eux-mêmes. Voilà le point de départ en 1031. Le pouvoir musulman est éclaté en une multitude de petits royaumes, les fameux taïfas. Et tout au nord, on a les royaumes chrétiens de Léon, Castille, Navarre, Aragon, qui sont encore tout petits. La route s'annonce longue. Et le premier grand tournant, c'est 1085. Alphonseville de Castille prend Tolède. Ce n'est pas une ville comme une autre, c'était l'ancienne capitale des Wisigoths. Le symbole est énorme. C'est aussi à ce moment-là que le Portugal commence à se former sur la côte atlantique. C'est parti, la machine est lancée. Faisons un bond en avant, jusqu'au XIIIe siècle. Regardez la carte. Le changement est radical. La quasi-totalité de la péninsule est maintenant sous le contrôle des grands royaumes chrétiens. La Castille, l'Aragon et le Portugal. Il ne reste plus aux musulmans que le petit émirat de Grenade, tout au sud. S'il y a une seule date à retenir, c'est celle-ci, 1212, la bataille de Las Navas de Tolosa. Là, une coalition des armées chrétiennes remporte une victoire écrasante.
C'est le tournant décisif. Cette bataille brise la puissance militaire musulmane en Ibérie et ouvre une voie royale vers le sud. Après cette victoire, tout va s'accélérer. On entre dans la phase finale, celle qui va véritablement donner naissance aux nations que l'on connaît aujourd'hui. Après 1212, c'est une véritable déferlante. Les grandes villes d'Al-Andalus tombent les unes après les autres comme des dominos. Cordoue, le cœur intellectuel, en 1236. Valence, en 1238. La Grande Séville, en 1248. Pendant ce temps, en 1249, le Portugal termine sa propre reconquête. Et pour couronner le tout, l'union définitive de la Castille et du Léon, en 1230, crée une véritable superpuissance au centre de la péninsule. Et c'est là qu'on voit à quel point nos deux histoires sont différentes. En Italie du Sud, on a une conquête rapide par une élite étrangère qui crée un État unifié, cosmopolite, mais qui devient vite la proie de ses voisins. En Ibérie, c'est l'inverse. Une guerre très longue qui a forgé dans la durée des identités nationales très fortes et distinctes, posant les bases de l'Espagne et du Portugal. D'un côté, on a une fusion de cultures, de l'autre, une affirmation d'identité. Et cette différence fondamentale, elle nous parle encore aujourd'hui. Finalement, est-ce que la richesse et la complexité culturelle du sud de l'Italie ne sont pas un lointain écho de ce royaume normand si particulier? Et est-ce que l'identité forte de l'Espagne et du Portugal n'est pas en partie l'héritage de ces longs siècles de reconquista? Deux péninsules, deux histoires, et des héritages qui continuent de nous façonner. L'histoire, on le voit bien, n'est jamais vraiment finie.